Les Chinois étaient partis le voir pour lui proposer 10 millions suite à l'attaque exécutée par Moussa Kounani le 21 juin. Les Chinois ont cassé le pont qui mène à la mine. Oui. Première surprise. Donc, pas moyen d'accéder à leur site. En plus, ces soldats qui sont venus nous attendre et qui travaillent pour eux n'ont aucun moyen de déplacement. Des pipelines qui drainent les minerais bruts creusés directement sur les bateaux. Pas de centre de triage, pas de zone de contrôle. Les minerais creusés sont directement versés sur les bateaux à quai. Pas de tri. Une fois les bateaux remplis, ils peuvent partir en toute tranquillité. Et c'est une fois arrivé en Chine que la firme déclare ce qu'elle a extrait. Les quantités et la qualité. Cette pratique dure depuis des années. Nous avons dit mieux à l'ambassadeur quand ils se sont engagés dans des négociations en septembre-octobre avec Salah, Mahmoud Salah, oui, qui a été pris le 22 février par les forces armées libyennes. Libyennes, c'est ça. Les Chinois étaient partis le voir pour lui proposer 10 millions suite à l'attaque exécutée par Moussa Kounani le 21 juin dans la zone de Tesker. Oui. Donc ils sont partis le voir pour lui dire: nous vous proposons 10 millions de dollars pour que vous ne vous attaquiez plus à nos infrastructures. Ces 10 millions de dollars devaient transiter à Paris par l'intermédiaire d'une dame qui est docteur Mena, je ne la connais pas. D'accord. Elle se connaît, peut-être les Nigériens aussi la reconnaissent ou la reconnaîtront. Docteur Mena qui va servir de point focal en liaison avec les Nigériens qui sont en fuite et réfugiés entretenus par l'État du Nigeria. Ouais. Mahmoud Salah fera le mouvement. Nous savons où il a passé, où il a obtenu des passeports et il devait se rendre au Nigeria, à Abuja ou à Sokoto pour récupérer ce transfert-là, certainement en ayant laissé des commissions aux intermédiaires. Nous avons appelé l'ambassadeur et j'ai dit au ministre d'État, ministre de la Défense, de l'appeler pour lui dire que nous sommes au courant et que si notre coopération doit continuer, il faut qu'il s'assure que ces virements-là ne soient pas faits. Ouais. Ils l'ont suspendu, mais c'est suspendu, je l'ai dit, suspendu. Ouais. Et je dirais pourquoi. Le 1er mars, il y a eu un autre contact qui a été pris. Pourquoi? Parce qu'il y avait un Chinois qui a été enlevé par les mêmes groupes de Salah et autres, Moussa Kounani. C'est ça. Nous avons suivi les Français qui étaient en train de planifier cette opération. Nous avons là également appelé l'ambassadeur de la Chine pour lui notifier. Voilà l'intention des Français. Faire feu de tout bois pour prendre le contrôle du champ pétrolier d'Agadem. Ils ont envoyé à travers les Moussa Kounani, le Mahmoud Salah, des éléments pour kidnapper des expatriés chinois et réclamer de l'argent. Nous l'avons informé. Je l'ai mieux orienté vers la DG2SE pour lui faire un mémo qu'il doit transmettre à ses compatriotes qui sont sur le champ pétrolier. Qu'aucun Chinois ne bouge sans escorte. Qu'aucun Chinois ne bouge sans escorte. Il a pris note, on lui a remis le mémo, il est parti. Moins d'une semaine après, on apprend un Chinois s'est levé avec un véhicule, 2 gardes, pour sortir en mission. Et pire, l'itinéraire qu'il a suivi, personne n'est au courant de cet itinéraire-là. Pour faire simple, la route qu'il a suivie, personne n'est au courant de cette route-là. Il s'appelle Zhao Wendong. Ils sont partis en cours de route, comme par magie, ils ont été interceptés. Nos 2 gardes qui l'accompagnaient ont été abattus. Abattus, carrément. Lui, il a été enlevé. Pour vous dire, le 1er mars, ils se sont déplacés, les Chinois, pour aller à l'intérieur d'un pays voisin, négocier avec ces mêmes bandits qui ont enlevé le Chinois pour leur proposer 15 millions de dollars et 150 véhicules 4x4 de type Toyota. Quand nous avions appris ça, là également, nous avons convoqué l'ambassadeur pour lui dire cette façon de faire n'est pas de nature à réconforter l'État nigérien
à avoir confiance. Ils ont fait semblant de suspendre, mais nous avons appris le 22 de ce mois de mai que le Chinois a été libéré sans que personne ne sache. Il a été tranquillement amené vers Djibela, il paraît, et déposé avec une réserve alimentaire. Le Chinois qui devait aller le récupérer a tout simplement dit aux gardes qui assurent toujours leur sécurité: nous allons dans tel secteur chercher quelque chose. Il ne leur a pas dit la mission. Pour vous dire comment les gens travaillent, nous c'est la conviction qu'on a de mèche avec ces bandits. Imaginez que le dispositif d'accompagnement soit un dispositif léger et que des gens qui sont de toutes les façons sans parole de l'autre côté tendent une embuscade à nos gens. C'est encore d'autres expatriés enlevés qu'on va déplorer. Et on va indexer le Niger, les FDS nigériennes d'incapacité. Parce que c'est ce qu'il faut faire comprendre au monde. C'est ça l'intoxication. Donc ils sont partis, ils l'ont récupéré. Ils l'ont récupéré. Ils n'ont pas informé les autorités nigériennes. Rien. Ils l'ont rapatrié ici à Niamey. Et je crois que le 22, il a pris un vol et il est parti. Dans de telles circonstances, le minimum, c'est que le pays soit associé. Parce que nous avons des questions. Bien sûr. Nous avons des doutes à lever. Mais le fait d'agir de cette façon clandestine reconforte nos doutes. Voilà le jeu trouble auquel l'ambassadeur s'est livré. Avec toute la modernité, son aérodrome privé, ses trains, son chemin de fer très privé, ces nombreux camions de transport qui traversent dans un nuage de poussière la ville de Bokeh à longueur de journée, son chantier naval qui entretient en plus de ses propres navires d'autres bateaux dans la sous-région, son port d'où elle embarque directement sa production de bauxite. Et ici aussi, on utilise les mêmes techniques pour déclarer ce que l'on a extrait du sous-sol. On met tout directement dans le bateau. C'est une fois en Chine qu'ils annonceront ce qu'ils ont extrait. Les Chinois, pour leur dire, on vient chez vous aujourd'hui. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé les portes, ils sont partis. Ici, c'est le trafic d'autre chose, sauf que c'est plus soft. À vous, jeunes, de ne pas laisser faire. Ne vous laissez pas faire. Nous nous sommes laissés faire. Vous ne devez pas accepter ça. C'est inacceptable, tout simplement. Aux autorités congolaises de prendre aussi leurs responsabilités. Ça ne peut pas exister. Derrière nous, il y a un ministre des Mines provinciales qui est avec nous sur le tarmac, on ne peut pas bouger. Et ce qu'on nous proposait même, c'était d'emprunter ces motos-là, qui sont conduites par qui? Par ceux qui travaillent ici pour eux. Voilà comment on arrive à avoir des ambassadeurs qui sont tués sur ce territoire. C'est clair, nous ne sommes pas désirés dans le coin. Malgré l'importance des membres de la délégation, nous sommes obligés de repartir. Surtout que les soldats qui arrivent de plus en plus nombreux et menaçants, en moto, ne nous inspirent pas vraiment confiance. Non, parce qu'ici, les bandes armées dont on parle toute l'année, qui seraient des bandes tribales, comme on dit, etc., elles sont entretenues par ces miniers-là pour les garder. C'est eux qui gardent les mines. C'est eux qui protègent ces gens-là. Alors je ne sais pas qui est le chef de bande. Je ne sais pas qui approvisionne le chef de bande, parce que c'est lui le vrai patron. On est un peu comme si on était à Medellín ici. Oui, à Medellín, le siège du trafic de drogue colombien. Il faut s'étonner quand même de la présence active et permanente des soldats des FARDC dans les sites miniers. Une pratique qui viole la réglementation congolaise et même internationale et qui risque à terme de sortir les minerais congolais du marché mondial. Il l'était déjà. Il est revenu parce qu'ils ont corrigé les choses. Enfin, on croyait. Alors, courage, fuyons. Puisque nous ne pouvons pas nous rendre sur le site directement dans les mines, nous choisissons de survoler à très basse altitude le site pour mieux juger la situation. Premier constat, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une mine industrielle. C'est tout sauf artisanal ce qu'on voit. On a plutôt affaire à une exploitation semi-industrielle sauvage avec des excavatrices, des chargeuses, des bulldozers, des laveries d'or de dernière génération, des dragues qui raclent le fond des rivières et d'impressionnants camions bennes. Second constat, jugez par vous-même la couleur de l'eau.
l'étendue de la pollution de ce fleuve est dit là. Mesurez par vous-même l'étendue des dégâts sur la nature. C'est sans commentaire. On peut difficilement plus polluer une rivière qui, sachez-le, se jette plus loin dans le grand fleuve Congo. Déjà dans la région, on assiste à des maladies liées aux produits déversés dans ces rivières et fleuves où l'on extrait de l'or par ces firmes. Le mercure notamment, qui sert de solvant sélectif pour l'or. La dangerosité de ce produit n'est plus à démontrer.